On est ensemble jusqu'à 10 h. Laurent, Bertrand, Christophe, Neila. Je vous présente Pierre Noisa. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Un témoignage exceptionnel. Merci d'avoir choisi de parler sur BFM TV ce matin. Pourquoi vous parlez? Parce qu'au fond, ce que vous avez vécu, vous, votre famille, votre fille, cette semaine, a touché la France entière. Et que derrière, pour vous, il faut mettre un point d'arrêt à ce qu'il se joue. Les images que l'on voit, cette vidéo, c'est votre fille à terre, votre fille que l'on tente d'enlever. 3 hommes qui descendent d'une camionnette, qui tentent de l'enlever. Pourquoi elle? Parce que vous, Pierre Noisa, son père, vous êtes président de Paymium, c'est une société d'achat et de revente de crypto-monnaies. Et c'est sans doute vous que l'on visait à travers elle. Ma première question, c'est d'abord de savoir comment elle va. Écoutez, aussi bien que possible, elle est très forte et son mari et elle que j'ai vu hier se portent aussi bien que possible. Ils sont très forts, ils font mon admiration. Son mari a été héroïque. C'est lui qui a fait échouer la tentative, clairement, avec l'aide de voisins, alertés par les cris, en effet. Donc ils ont fait tout ce qu'il fallait pour faire échouer, mais c'est vrai que si on en est là, c'est que la situation est grave. Si on en est là, c'est que la situation est grave. Vous avez d'ailleurs, vous irez tout à l'heure, juste après cette émission, à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, où le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion pour dire à tous les patrons de crypto-monnaies que l'on est attentif à leur sécurité. J'ai l'impression que ça vous fait, même dans ce moment dramatique, légèrement sourire. Oui, je pense qu'il y a un côté opération de communication. Il est dans son métier qui est la politique. Ça consiste à se faire élire. Ça consiste pas forcément à trouver des solutions. Le problème d'ailleurs de la démocratie, c'est qu'effectivement l'action n'est pas forcément récompensée dans les urnes. Donc on a des politiques qui depuis, j'ai un certain âge, depuis 40 ans on va dire, jouent ce jeu de l'inaction au profit à la fois d'une forme de clientélisme qui est aussi favorisée d'ailleurs par un système monétaire monopolistique. Donc là, ça nous ramène au combat que je mène sur le plan monétaire, c'est-à-dire la fin du monopole monétaire, la concurrence des monnaies que j'appelle de mes voeux, parce que ce système monétaire est délétère en fait pour la démocratie. Lorsque vous nous dites si c'est arrivé à ce moment-là, c'est parce qu'aussi ça va très mal. C'est une série d'enlèvements, plus ou moins réussis, mais parfois réussis. Heureusement, toujours fini par être déjoué, mais avec des moments dramatiques. Est-ce que votre fille se savait visée? Est-ce que vous-même, vous viviez dans l'inquiétude? Non, il n'y a pas eu de signe avant-coureur spécialement. En même temps, si vous voulez, comme vous l'avez souligné, ça fait 15 ans que je suis actif sur le secteur, parce que j'étais un des premiers dans le monde, pas seulement en France. Donc, des gens ont pu faire des hypothèses, en effet, sur mon patrimoine ou quoi que ce soit, et du coup, se raconter des histoires sur le fait qu'ils pourraient bénéficier de faire pression. On va revenir dans un instant sur pourquoi les crypto-monnaies. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un climat de terreur, d'angoisse chez les patrons des crypto-monnaies et dans leur famille? Franchement, je veux dire, je suis un adepte des philosophies orientales, donc je suis tout sauf terrorisé. Je suis serein, mais pas inconscient des risques, puisque Bruno Retailleau a dit qu'il faisait une réunion pour que les entrepreneurs soient conscients des risques. Je tiens à le rassurer, ça fait 15 ans qu'on est conscient des risques, parce qu'on sait qu'on manipule du cash électronique. Mais vous pensiez que votre fille pourrait être victime de ça? Alors, le côté enlèvement ou séquestration ou homejacking, toutes ces variantes de la criminalité, on les connaît. On sait que c'est un risque qui, d'ailleurs, ne touche pas seulement les entrepreneurs de crypto-monnaies. Le problème des entrepreneurs en France, c'est qu'il faut publier des adresses physiques. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais effectivement, il y a le greffe qui publie des adresses physiques de gens. Alors, évidemment, il y a les services de domiciliation qui permettent d'éviter ça, mais il suffit d'une faille. D'une fois, vous avez oublié d'utiliser le service de domiciliation pour que votre adresse physique soit dans le... Donc, autant c'est facile de changer de numéro de téléphone ou d'adresse mail, autant l'adresse physique, il faut déménager. Et tout le monde ne peut pas déménager. Donc, il y a cette problématique qui est générale pour tous les entrepreneurs de France, pas seulement ceux des cryptos. Et il faut savoir que ces enlèvements, avec demande de rançon, en crypto-monnaie, ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans les crypto-monnaies qui est visé. Il faut bien comprendre que là, c'est que le début. Donc, ils s'en prennent à ces gens comme moi, qui sont peut-être visibles dans le secteur, mais ils vont s'en prendre maintenant à tous les gens qui ont une forme de succès, en demandant un versement
en crypto-monnaie. Alors pourquoi en crypto-monnaie? Parce que c'est plus rapide. Dans leur tête, c'est plus rapide. Il faut savoir que je leur dis, s'ils nous écoutent, ces gens-là, que c'est traçable. En fait, ça laisse une trace éternelle sur Internet, ineffaçable. Donc, on les retrouvera. On les retrouvera. Et cet argent, ils n'en profiteront pas. Hein. Bien mal acquis ne profite jamais. Mais en ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est clairement le cas. Vous dites que ce n'est que le début? Je pense que c'est que le début si rien n'est fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est l'inaction. Aujourd'hui, on ne construit pas de places de prison parce que ça ne fait pas gagner des voix aux élections. Donc, il n'y a pas assez de places dans les prisons. Donc, ces gens qui ont agressé ma fille vont avoir un bracelet électronique. Ils vont pouvoir jouer à la PlayStation chez eux avec un bracelet électronique. Avec la sécurité sociale, ils n'ont même pas à payer le tiers payant hein, quand ils sont en détention, même sous bracelet électronique. Donc, tout ça, on est dans un monde merveilleux. Où effectivement, d'ailleurs M. Macron qui est intervenu la veille ou quasiment le même jour nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de dette, pas de problème d'immigration, pas de problème de sécurité, il n'y avait aucun problème. Donc on est dans un monde merveilleux, mais moi je crois qu'on a un vrai problème qui est justement l'inaction du politique liée à la mécanique des élections et au système monétaire qui permet de distribuer des chèques. L'État-providence est devenu un État obèse à cause de ce système monétaire. Et aujourd'hui, il a perdu les pédales, l'État. Pierre Noisa, je suis très frappée. Vous avez déjà réfléchi depuis très longtemps, on le sent bien, à toutes ces questions-là. Votre fille est enlevée, cette vidéo qui a terrorisé franchement toute la France. On s'est tous dit, mais ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être moi. J'ai l'impression que vous mettez ça... à distance, comme si ça n'était que l'un des phénomènes, de ce que vous aviez de toute façon imaginé qui arriverait un jour. Mais bien sûr, puisque je pense que cette violence dont elle a été victime, elle est quotidienne pour plein de gens en France aujourd'hui, j'en suis persuadé. Il y a une forme de terreur d'ailleurs qui est instaurée par les narcotrafiquants. Et donc, on parle parfois de narco-État. J'ai un collègue qui a parlé de mexicanisation de la France. Je pense qu'on est en plein dedans. Et que je pense qu'en 2027, les Français doivent réfléchir pour qui ils vont voter. Parce que si c'est pour quelqu'un du genre, je dirais, du président que nous avons actuellement, rien ne se passera. Et donc, ce processus va se poursuivre. C'est une mexicanisation, c'est un épisode d'une mexicanisation. Mais bien sûr, il y a plein d'exemples de pays qui sont partis en vrille. La prospérité, ça se construit sur des centaines d'années. Elle se perd, par contre, en quelques dizaines d'années. Et là, on est en train de la perdre. Quand vous dites elle a vécu... votre gendre, qui effectivement, on le voit sur la vidéo, s'accroche à elle. Il a été héroïque, vraiment. Et lui, ça va ? Il a quelques points de suture, mais franchement, sa résilience m'épate. Et son courage, bien sûr. Et je voudrais que vous écoutiez aussi le témoignage de celui qui était un voisin, qui a entendu les cris, qui était un commerçant à proximité, qui est sorti avec cet extincteur. On le voit évidemment sur les images, écoutez-le. Très courageux. Hier matin, j'ai entendu des hurlements dans la rue, donc je me suis penché à la fenêtre et j'ai aperçu quelqu'un de masqué. Il y a des cris qui émanaient d'un homme et d'une femme, et donc j'ai pensé à une agression. J'ai entendu, ils veulent prendre ma femme, il me semble, ou ils veulent voler ma femme. Et donc j'ai descendu les escaliers. Au dernier moment, j'ai saisi l'extincteur qui était dans les parties communes. Voilà, j'ai jeté l'extincteur, j'ai fait de mon mieux pour intervenir. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je lui dis merci. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le remercier le jour même, mais évidemment, je lui dis merci et bravo pour son courage. Il a été juste exemplaire, remarquable, et surtout quand on connaît quand on mesure les risques qu'il a pris pour le coup, en s'attaquant à des gens avec des armes factices. On ne savait pas s'ils avaient éventuellement un couteau ou autre chose, donc il a fait ça vraiment avec ses tripes. Et donc c'est tout à fait remarquable et évidemment ça vaut aussi pour mon gendre et une autre personne qui est intervenue aussi ce jour-là. Est-ce qu'ils sont sous protection au moment où on se parle ? Alors de manière tout à fait amusante, je dirais presque, c'est que quand on se tourne vers la police pour dire la police d'abord fait un travail remarquable d'enquête. J'ai pu rencontrer les enquêteurs, c'est vraiment des gens extraordinaires et très très efficaces. J'ai pas mal d'inquiétudes sur quel juge va traiter le cas de ces individus, parce que je sais qu'il y a 30%, on estime qu'il y a 30% de juges... Qui sont arrêtés, parce qu'à ce stade, en tout cas, de ce qu'on sait, il n'y a pas eu d'interpellation. Le jour où ils seront dans un juge, j'espère juste que ce ne sera pas un juge qui est au syndicat de la magistrature, puisque leur laxisme nous met tous en danger, et du coup, ils risqueraient de se retrouver en liberté sous bracelet électronique. Là, vous faites de la politique. Enfin, vous faites de la politique, je veux dire, vous le dites en tant que citoyen. Et voilà, je m'exprime en tant que citoyen. Oui, on le sent, il y a
tout ça a ravivé. Alors je ne sais pas si c'était le cas avant, je ne vous connaissais pas précédemment, mais une vraie déception à l'endroit de l'État, de la protection que l'État doit à ses citoyens. Je considère, comme je vous le disais, que l'État est malade du système monétaire et de la confusion entre le politique et le monétaire. France parle beaucoup de séparation de l'État et de la religion. Moi, je dis qu'il faut séparer l'État de la monnaie et surtout qu'il y ait concurrence des monnaies. Parce que quand il y a un monopole comme aujourd'hui, il y a plein de problèmes qui viennent avec ce monopole, comme la plupart des monopoles. Et en particulier celui comme je l'ai dit, de l'inflation, de la surenchère électorale. Qui fait qu'on gagne des élections avec des chèques et on les perd quand on prend des actions, on va dire, qui touchent ne serait-ce qu'une minorité des électeurs. Mais toute l'action de l'État à travers l'histoire de l'humanité s'est construite sur la maîtrise de la monnaie. Oui, mais la monnaie, en créant l'euro, on a donné à l'Europe cette souveraineté. Oui. Mais monsieur, ce qui s'est passé depuis ces temps immémoriaux que vous évoquez, c'est un truc qui s'appelle la transition numérique, c'est-à-dire l'argent magique. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la communication numérique qui permet d'avoir des bénéfices, je dirais, réputationnels ou des bénéfices politiques immédiats de toutes ces politiques, je dirais, d'État-providence ou de chèques de toute nature qu'on peut distribuer. Pierre Noizat, dans ces moments-là, malgré tout ce que vous venez de dire, vous avez besoin de la police. Et vous leur dites, mais je félicite la police, bien sûr, pour son travail. Je vous repose la question. Est-ce qu'ils vivent aujourd'hui est-ce qu'ils sont protégés par l'État ? Vous avez raison. Il y a deux choses. Il y a la police qui fait les enquêtes. Est-ce que votre fille peut se promener dans la rue à nouveau ? C'est pas les mêmes qui font la protection des personnes et ceux qui font les enquêtes, vous le savez. Et effectivement, mobiliser très rapidement des gens pour faire de la protection des personnes, c'est compliqué parce que effectivement, ils sont formés, ils sont en nombre limité, c'est des ressources rares et ils sont en général affectés à la protection de personnes. Donc, si vous dites tout du jour au lendemain, je protège un tel ou un tel, évidemment, faut prendre ces gens-là quelque part. Donc, du coup, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est une des questions que je vais poser au ministre, effectivement, tout à l'heure, c'est de lui demander est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir quand même un volant, je dirais, de gens qui peuvent assurer ne serait-ce qu'une semaine de protection, qu'on ait le temps de se retourner vers d'autres. Vous-même, vous continuez à avoir une vie normale ? J'ai pas de protection policière. Vous n'avez pas cette inquiétude-là depuis ce qui est arrivé ? Si j'étais une personne inquiète par nature, je ne serais pas dans le business que je fais. Je suis opposant d'un système très puissant qui s'appelle le système fiat, celui des monnaies traditionnelles, qui est un lobby extrêmement puissant. Il y a plein de gens qui n'hésitent pas à mettre en danger, à mettre des cibles sur les entrepreneurs. Donc même être entrepreneur en France aujourd'hui, quand j'entendais une syndicaliste sur votre plateau il n'y a pas longtemps, ce sont des gens qui mettent des cibles sur les riches, sur les entrepreneurs, avec une rhétorique marxiste des années 70. Je vais être tout à fait honnête, ça me met un peu mal à l'aise que vous parliez de cibles, que ce soit quelqu'un comme Sophie Binet, qui effectivement n'est pas forcément la première amie des entrepreneurs comme vous, je le comprends, mais vous dites qu'elle met des cibles. Là, il y a eu une vraie cible physique avec 3 hommes cagoulés qui descendent d'une camionnette. Exactement. Parce que les gens se font une image, effectivement, des entrepreneurs qui est totalement distordue par les discours. Parce que le discours dit... bien sûr, il y a tout un écosystème. Pardonnez-moi, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Et honnêtement, je n'ai pas vu ou lu de réponse convaincante. C'est la 5e affaire, tentative, réussie ou pas, d'enlèvement depuis moins de 2 ans dans le monde des crypto-monnaies. Oui. Pourquoi les crypto-monnaies particulièrement ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce monde qui justifierait tout à coup que des patrons ou des proches de patrons dans ce domaine-là seraient kidnappés contre rançon ou pas ? Pourquoi les crypto-monnaies ? Pourquoi pas d'autres domaines ? Vous vous souvenez de la bulle Internet ? C'est une nouvelle technologie qui arrive. Il y a plein de gens comme moi, qui sont des ingénieurs, qui sont enthousiastes et qui font arriver cette innovation. Puis il y en a d'autres qui viennent pour de mauvaises raisons, pour faire ce qu'on appelle s'enrichir rapidement. Et on a vu avec Internet ce que il y a eu une bulle autour de ça, vous vous en souvenez ? Notamment les influenceurs. Voilà, les influenceurs, des gens qui n'ont, à mon avis, rien à faire là, et qui créent cette espèce de fausse image, de fantasme, tout à fait. Les gens qui font ça sont incompétents sur le sujet, bien sûr, puisque la première chose qu'ils devraient savoir, c'est que c'est traçable et qu'on va les retrouver grâce aux crypto-monnaies. C'est plus traçable aujourd'hui que le cash, par exemple. Les billets de banque que vous utilisez sont moins traçables que les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies laissent une trace éternelle sur Internet. On les retrouvera grâce à ces crypto-monnaies. Donc, de toute façon, là, elles n'ont pas été versées, je vous le dis tout de suite, puisque l'enlèvement a échoué.
Mais même s'il avait été versé ou quelque chose avait été versé, ce serait un outil pour l'enquête. Mais il n'y a pas de lien, pardon, la question peut peut-être vous paraître naïve, mais il n'y a pas de lien entre les voyous qui commettent ce genre d'actes, l'économie parallèle et le monde des crypto-monnaies. Ces voyous, monsieur, je pense que ce sont les mêmes qui font des trafics de drogue, ce sont les mêmes qui font du proxénétisme. Les enlèvements sont une ligne de business. Et d'où ma question, est-ce qu'il y a un lien avec les crypto-monnaies? Est-ce que les commanditaires peuvent être vos concurrents? Oh, non, les concurrents... Ou vos clients. Vos clients. Les clients, ce sont des gens comme vous et moi. Les concurrents, ce sont des gens qui sont comme moi surveillés par la CPR et l'AMF, donc qui doivent faire preuve de leur honorabilité. Donc, si ce sont des concurrents offshore, vous pouvez me dire offshore, on ne sait pas. Bah, sauf que les fonds qui viennent offshore, de toute façon, ils sont quand ils arrivent en Europe, quand on veut dépenser l'argent, si vous voulez, si ça vient d'une plateforme offshore, vous allez avoir un problème. Donc, de toute façon, non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, parce que ce qui a été dit aussi, c'était que peut-être la visibilité d'un certain nombre d'acteurs sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils achètent de la pub, etc., faisait d'eux une cible auprès de certains publics. Savez, je suis pas le seul. Mais vous, non, je ne vous vois pas sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de chercher un petit peu. Sur Twitter, si, mais pas sur Instagram. Mais intellectuellement, je veux dire, parce que vous avez voilà. J'ai écrit des livres, j'ai fait des conférences. Vous avez un combat intellectuel, économique, philosophique même, je dirais, parce que l'énergie, c'est au cœur de la technologie Bitcoin. L'énergie, il y a des ramifications philosophiques à tout ça. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai écrit un livre là-dessus que je peux vous recommander, qui s'appelle L'énergie face cachée de la monnaie, où j'explique tout ça. Mais bien sûr que tout ça nous ramène à un phénomène qui dépasse largement... En fait, vous avez évoqué la mexicanisation. Et que l'enlèvement, la tentative d'enlèvement de votre fille en était au fond l'une des illustrations. Oui, bien sûr. Est-ce que, et là je rebondis sur la question de Laurent, est-ce que la crypto-monnaie, avec la question du blanchiment d'argent, c'est-à-dire la question aussi de la croisée entre un narcotrafic, peut-être même un jour un narco-État, la mexicanisation, c'est ça. La question de la corruption, la question des fluides et des flux d'argent. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre tout cela ? Pas plus que, si vous voulez, c'est une technologie. Donc évidemment, cette technologie peut être utilisée à des mauvaises fins. Elle peut aussi nous protéger, dans certains cas, face à notamment un État, je dirais, non démocratique, où des gens, justement, protéger nos transactions financières, la confidentialité de nos transactions, par rapport à des gens qui nous surveilleraient pour nous nuire. Donc de toute façon, cette histoire, c'est comme dire que tout est de la faute des réseaux sociaux. Non, je pense que c'est un progrès qui est là. Les crypto-monnaies sont là, donc on ne va pas les désinventer, elles ne vont pas disparaître. C'est comme Internet, si vous voulez. Donc vous n'allez pas faire disparaître les réseaux sociaux. Donc tout ça n'est pas vraiment le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est plutôt est-ce qu'il y a une vraie... est-ce qu'on sait réprimer le crime dans ce pays, ce qui est une vraie question aujourd'hui. Et puis effectivement, est-ce qu'il n'y a pas... on ne bénéficierait pas d'une concurrence des systèmes parce qu'avoir un système monopolistique, ça crée des tas de problèmes liés justement aux missions de l'État qu'il a de plus en plus... Vous croyez à la prison ? Je crois au fait qu'on peut protéger les citoyens en mettant à l'écart des gens qui doivent être mis à l'écart de la société. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de notion de punition, il y a une question de mise en sécurité des citoyens en mettant à l'ombre les gens qui veulent... De ce point de vue, les gens qui ont été arrêtés dans le dossier Ledger sont en détention provisoire. Donc ils ne sont pas sous bracelet électronique. Oui, vous essayez mais ils ont réussi de le dire. Ils ont réussi l'enlèvement. Là, comme il a échoué, si ça se trouve, on va leur trouver des excuses. Nous le verrons, j'en doute. Mais Bertrand est avocat. Ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est l'extraordinaire violence des faits, parce que indépendamment de l'enlèvement qu'on voit là, dans d'autres dossiers, il y a eu des doigts coupés à titre de rançon. Donc il y a vraiment une grande violence physique et une forme d'amateurisme technique, parce que, comme vous le disiez, ils n'ont aucune chance de récupérer la rançon. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de criminalité à deux étages, avec des commanditaires qu'on a peut-être du mal, et qui sont probablement à l'étranger, à identifier, et des amateurs qui, sur le terrain, exécutent moyennant quelques centaines ou milliers d'euros. Des amateurs ultra-violents, mais des amateurs. Oui, vous avez raison, mais encore une fois, le fait qu'ils savent qu'ils peuvent faire ça sans risquer d'aller en prison. Non, mais dans la plupart des cas. Non, pas dans la plupart des cas, non. En l'occurrence, on verra, mais il y a quand même beaucoup de gens sous bracelet électronique et il n'y a plus de place en prison, à ma connaissance. Donc, expliquez-moi comment on va trouver des places magiquement. Il faut. Juste un mot, si vous m'autorisez, pour répondre à ce que vous disiez avant en réponse à Bertrand.
le pays qui incarcère le plus au monde, ce sont les États-Unis. Il y a 1,5 million de personnes en prison. C'est un des pays où la criminalité est la plus élevée par nombre d'habitants. Oui, mais je peux vous trouver d'autres exemples. Je peux vous trouver d'autres exemples comme le Salvador, qui a mis beaucoup de gens en prison, où la criminalité a subitement pris une démocratie chuté. Qui nous ressemble. Non, mais bien sûr. Mais si vous voulez, on montre que quand le Salvador met en prison les criminels, peut-être sans trop de distinction, j'en sais rien. En tout cas, l'effet sur la criminalité a été drastique. Donc c'est une contre-démonstration des gens qui nous disent que la prison ne marche pas. En l'occurrence, il y a un pays qui a essayé et ça a marché. Pierre Noisa, les patrons comme ça emblématiques de la crypto-monnaie, il y a bien sûr Éric Larchevêque. Il a écrit sur Twitter, aujourd'hui, réussir en France, que ce soit dans les cryptos actifs ou ailleurs, c'est se coller une cible sur le dos. 2, et que nous répondons qu'on aurait dû se faire discret, qu'on aurait dû se cacher, qu'on l'a un peu cherché. C'est ça. C'est le même phénomène avec pour les femmes qui se font violer si elles ont une jupe trop courte. C'est un peu on a l'impression qu'effectivement il faut adapter son comportement au criminel, ce qui me semble tout à fait. Qui vous a répondu qu'il fallait que vous fassiez discret? Non, c'est Éric. C'est Éric Larchevêque. Mais qui il dit on nous répond que qui répond ça? On a eu l'exemple dans le procès Kim Kardashian où la juge a demandé effectivement. Non, mais là, Kim Kardashian c'était pas rendu trop visible sur les réseaux sociaux. Là, je parle des patrons de crypto-monnaies. Mais ce sont les mêmes qui disent aux femmes qu'elles ne devraient pas porter des jupes aussi courtes. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur, qui vous reçoit tout à l'heure, vous redoutez qu'il ne vous demande au fond, à vous d'adapter votre comportement plutôt qu'aux agresseurs? Alors, oui, évidemment qu'on va nous donner plein de recommandations qu'on suit sans doute déjà, puisqu'on est déjà sur nos gardes depuis. Moi, personnellement. Est-ce que vous avez recours à la sécurité privée? Donc, on n'a pas trop le choix en ce moment, puisque, comme je disais, il n'y a pas de service public, si vous voulez, de la protection privée. C'est peut-être une des choses qu'on peut demander au ministre, c'est de dire pour les gens qui sont dans une situation d'urgence, il n'y a pas que nous, il y a plein de. Je pense effectivement aussi aux gens qui sont victimes de harcèlement ou de toutes sortes de situations, il faudrait pouvoir détacher, au moins temporairement, une protection des personnes. Mais le problème, c'est que si on en arrive là, on est en train d'essayer de sécuriser l'enfer. Moi, ce qu'on voudrait, c'est sortir de l'enfer, en fait. C'est pas essayer de le sécuriser. Et je pense que M. Retailleau a un peu une mission impossible, puisqu'il doit traiter un problème qui grossit plus vite que Est-ce que ça va pas se régler de soi-même? C'est-à-dire que tous ces gangsters, ils vont comprendre, la traçabilité des crypto-monnaies, donc ils seront rattrapés. 2, que ça échoue, ils vont finir par changer de proie, non? C'est possible, on peut espérer dans leur capacité d'apprentissage. Malheureusement, les spécialistes de la sécurité nous disent que ce ne sont pas des gens très logiques. Certes. Et en plus, il y a une dimension, si vous voulez, terroriste en fait dans ça. C'est-à-dire quand vous faites de l'extorsion, vous êtes dans le trafic de drogue, vous faites de l'extorsion, vous menacez des gens pour toutes sortes d'autres raisons, vous faites des enlèvements avec de la violence. Ça contribue à asseoir votre emprise dans la société en fait. Ça met en place les conditions de la corruption. Vous voyez, donc ils sont même si c'était vrai ce que vous dites, je ne crois pas que ça va s'arrêter. Vous craignez que le stade suivant, ça soit que Scénario achète la police, achète la justice. C'est ça, vous mettez la pression sur toute la société. Je pense aux gardiens de prison aujourd'hui, je pense à des tas de gens comme ça. On parle d'adresses physiques, nos adresses physiques qui sont les adresses physiques des entrepreneurs qui sont révélées. La première chose à faire, c'est déjà que les adresses physiques des policiers soient protégées. J'ai envie de demander à M. Retailleau qu'est-ce qui est fait pour ça. Donc il faut mettre en place très très vite ce que nous préconisons depuis longtemps, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le pseudonymat. Il n'existe pas d'anonymat sur Internet, contrairement à ce qu'on peut croire. Par contre, mettre en place la possibilité d'être pseudonyme, c'est très important pour se protéger. Je vois juste une continuité, parce que on fait comme s'il y aurait tout d'un coup une mafia qui serait apparue et qui s'en prendrait aux crypto-monnaies. Il y a 2 ans, on parlait des enlèvements et des homejacking de footballeurs. Un certain nombre du Paris Saint-Germain qui avaient pu être séquestrés chez eux avec de la famille, avec un certain nombre de cibles visées pendant les matchs, etc. Il y a 1 an, on parlait des enlèvements d'influenceurs. Les pères d'influenceurs qui pouvaient être là aussi séquestrés, enlevés contre rançon. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs de la crypto-monnaie. Il y a une forme de continuité dans tout ce qui peut incarner une forme de réussite ou de cash facile à aller appréhender. Et moi, la question que je me pose quand j'entends votre discours, j'en ai même 2, c'est est-ce que vous vous dites en allant voir Bruno Retailleau, est-ce qu'il faut compter que sur nous-mêmes, ou est-ce que vous vous dites quand même qu'il peut y avoir une réponse de l'État? Et j'ai pas très bien compris quelle confiance vous aviez dans la réponse de l'État. Je suis convaincu de l'impuissance de l'État aujourd'hui, dans l'État actuel. Donc je ne peux compter que sur moi-même aujourd'hui. Exactement, il faut que les citoyens se prennent en charge, qu'ils votent mieux la prochaine fois, qu'ils votent pour des gens qui veulent vraiment renverser la table. Parce que si on vote pour des gens qui veulent juste entretenir le système, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Ma question suivante, c'est est-ce que vous envisagez de quitter la France ?
Alors, c'est une question qu'on me pose depuis 15 ans. Parce qu'on me dit, mais pourquoi tu as fait ça en France? C'est tellement plus facile. À Malte, c'est tellement plus facile ailleurs. C'est vrai. La France est un enfer normatif. Je peux vous montrer. Il y a même un site internet qui vient de sortir d'une association qui s'appelle Les Contribuables Associés qui montre l'inflation normative en France. C'est devenu délirant. Et surtout, et ça touche tout le monde, je vais vous dire, parce que quand on vous demande un justificatif de domicile, je prends cet exemple-là, maintenant on vous le demande à tout bout de champ, en fait, on associe votre nom avec une adresse physique. Et c'est évidemment un outil pour aller vous chercher si, en tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur, on vous veut du mal. Donc déjà, ça, il faut le changer, l'histoire du JDD, justificatif de domicile, qui est une des nombreuses particularités administratives françaises, eh bien c'est une des premières choses à changer. Pardon, mais Pierre Noisa, il y a une chose qui a changé entre-temps. C'est-à-dire que depuis 15 ans, vous vous posez cette question-là, sauf que cette semaine, votre fille a été physiquement la cible d'une tentative d'enlèvement. Bien sûr. Ça ne change rien? Non, franchement, c'est la continuité de ce que je pense et de ce qu'on observe depuis 15 ans. Je n'ai pas vu. Alors, le fait que ça touche ma fille, évidemment, ça ne fait que confirmer ce que je pense depuis 15 ans. Mais si vous voulez, c'est pas une situation nouvelle. L'évolution, on peut l'avoir au fil du temps, chaque année. Moi, je suis ingénieur, je regarde les statistiques. Si vous voulez, les statistiques ne mentent pas. Quand j'entends les politiques, évidemment, j'entends des mensonges. Elle vous a dit quoi, votre fille? Écoutez, on a parlé de sa sécurité essentiellement aujourd'hui. Enfin, ces derniers temps, évidemment, c'est le sujet. Mais ces derniers temps, ça veut dire que lorsqu'il y a eu les enlèvements de ces dernières semaines, vous en aviez parlé? On n'a pas eu le temps de réagir puisque vous savez, l'affaire Ledger, c'était en janvier et la dernière affaire, en l'occurrence, c'était il y a moins de 15 jours. Donc il y a moins de 15 jours, la deuxième affaire, j'ai dit c'est bizarre parce que autant Éric Kleinchevêque a une personnalité relativement visible à cause de l'émission de vos concurrents de M6 où il était apparu. Donc on peut dire, ok, c'est parce qu'il était visible. La deuxième affaire, non, là, il n'y avait pas cette dimension visible. Donc, il y avait déjà eu une affaire en Belgique en décembre 2024. Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression qu'il y a une liste qui descend de la liste. Et puis que c'est la cinquième en moins de 2 ans. C'est ça. Et je pense qu'il y a quelqu'un derrière. Donc on peut même s'attendre à ce qu'il y ait une nouvelle affaire dans les prochaines semaines ou jours. Donc je vous dis, on est sur un phénomène et qui ne va pas se limiter aux entrepreneurs de crypto-monnaies. Encore une fois, je pense que vous avez cité les footballeurs, mais en gros, c'est ce que dit Éric Kleinchevêque, c'est toute personne qui a quelque part un peu de succès. La réussite, les journalistes, enfin ça peut être... La réussite est désormais la pour visibilité. Il y a des hommes politiques qui sont sous protection policière aujourd'hui, des gens qui écrivent des livres qui sont sous protection policière aujourd'hui en France. Dans quel pays vit-on? Enfin, c'est pas la France dans laquelle je suis né dans les années 60. Il y a donc une protection policière pour certains, alors? Pas pour les crypto-monnaies. Je parlais mais... Ah oui, vous avez raison. On va devoir vous laisser y aller parce que Pierre Noisa, justement, vous êtes attendu à Beauvau. Au moment où l'on est là, on est quand même frappé, je ne sais pas vous, mais par votre incroyable... alors ça peut paraître du sang-froid, peut-être un manque d'émotion, mais parce que, comme vous le dites, vous y êtes préparé, mais c'est assez déstabilisant. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça le soit? Tout à fait, puisque, comme je vous le disais, je suis un adepte des philosophies orientales et je trouve qu'on devrait davantage en faire les exposer, ces philosophies, parce qu'elles sont très utiles dans les temps difficiles. Moi, ce qui me frappe, c'est toutes les leçons politiques que vous en tirez. Et elles ne sont pas à demi-mot, elles sont claires, il n'y a pas de sous-entendu dans ce que vous dites. Tout à fait. Je pense qu'il faut des changements et il faut arrêter d'élire des gestionnaires. Votre fille, elle est aussi adepte de ces philosophies? Ou est-ce qu'elle est bouleversée? Non, oui, je pense que... non, dans ma famille, je ne suis pas forcément, je dirais, à l'image du reste de ma famille. Juste, elle n'a rien à voir avec votre entreprise, elle ne travaille pas avec vous. Non. C'est vraiment une... Voilà, d'accord. Une victime... Victime collatérale. Merci d'être venu ce matin, Pierre Noisa. Sacré témoignage donc ce matin de votre part. Je vous laisse y aller puisque effectivement vous êtes attendu à Beauvau pour cette grande réunion autour de la sécurité des patrons et du monde de la crypto-monnaie.